Merci à tous d'être venus écouter mon séminaire. Donc, je me présente, je m'appelle Kevin Vergère, puis je suis directeur de la recherche et développement et aussi vice-président de Mécano. Donc, on va commencer, vu avec mon accent de maudit français. Je suis arrivé en 2010 au Québec. J'ai fait une partie de mon bac en France et j'ai troqué ma dernière année pour ma maîtrise et mon doctorat à l'Université de Sherbrooke, au groupe d'acoustique. Puis ma thèse, c'était développement d'un matériau acoustique à base de paille. Donc c'était des conceptions avec le partenariat avec le ministère des Transports du Québec. On voulait mettre en place des murs anti-bruit écologiques. Après ça, de 2015 à 2017, j'ai fait mon postdoctorat chez Mecanum dans le titre, c'était de développer des méthodes inverses pour retrouver des paramètres de modélisation de matériaux poro-élastiques. Après 2017, je suis devenu directeur R&D chez Mecanum et depuis cette année, je suis vice-président de la compagnie. Donc voilà un peu le topo de moi. Au niveau de l'historique, donc Mecanum, ça a été fondé à Sherbrooke en 1998 par les professeurs Nourdine Attallah et Raymond Panton. On a des partenariats avec le groupe d'acoustique et puis c'est le cœur de Mecanum, c'est la caractérisation et la modélisation de matériaux vibroacoustiques. Si je reviens un peu au début, 98 c'est la fondation, c'était uniquement pour les logiciels que je vous présenterai un peu plus tard, Nova pour un logiciel de simulation multicouche et Phomix pour les méthodes d'inversion pour extraire des paramètres de modélisation. Après, les 10 années suivantes, c'était une croissance progressive. On a vendu des équipements de laboratoire pour permettre de mesurer ces paramètres de modélisation. Et à partir de 2009 jusqu'à maintenant, c'était une accélération de la croissance, augmentation du nombre d'employés, développement de nouveaux marchés. Donc, on vend à l'international, principalement en Asie, en Europe, et on commence à atteindre l'Inde. On élargit aussi nos domaines de consultation. On ne fait plus que du matériau, mais on fait de l'acoustique et des projets de R&D en vibration également. En 2017, on redéménage pour encore s'agrandir, développement de nouveaux équipements, d'automatisation, de la mise en place d'ateliers d'usinage. Et donc aujourd'hui, on emploie 12 personnes et on a 9 distributeurs internationaux pour faire la commercialisation de nos équipements. Donc, au niveau de la localisation, comme je vous dis, on est présent à peu près partout. Donc, nous avons des distributeurs en Europe, en Asie, en Chine, en Corée du Sud, au Japon. On fait aussi affaire avec l'Australie. En ce moment, le marché de l'Inde commence à être enclin à nos équipements. Et là, on vient de signer un dernier partenariat avec la Russie. Donc, ça se développe. Au niveau de l'Amérique du Nord, on fait toute l'Amérique du Nord. Donc, c'est les pôles. Les pôles en orange, c'est nous. Les pôles en vert, c'est des distributeurs. Au secteur d'activité, comme je vous disais, nous, notre cœur de métier, c'est les matériaux vibroacoustiques. Donc, on développe des logiciels de mesure, de caractérisation de paramètres de modélisation et aussi de prédiction, de simulation de matériaux multicouches. C'est bien beau d'avoir des logiciels, mais certains clients nous disent « oui, mais moi, je n'ai pas les paramètres ». Donc là, on a exploré le deuxième marché, qui est le développement d'équipements de laboratoire pour pouvoir mesurer les paramètres qu'on met dans nos logiciels. Et maintenant qu'on a les logiciels, les équipements, on fait également du service de test, du service de consultation pour des clients qui ont des projets de R&D. Donc, je vous en présenterai quelques-uns au cours de cette présentation, de ce séminaire. Nos clients, donc on va travailler avec l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, aérospatiale, les fabricants de matériaux comme 3M ou Dupont. On va aussi travailler pour des centres de recherche comme pour FP Innovation. On va travailler pour des clients autres locaux comme Bois-Franc. Et puis, voilà. Donc, ça vous donne un peu l'étendue de nos contacts à travers le monde.
Comme je vais aborder quelques termes durant cette présentation, je veux juste mettre tout le monde d'accord. C'est quoi un matériau acoustique pour nous? Généralement, c'est un matériau poreux. Ça a deux phases, une phase fluide de l'air ou de l'eau couplée à une phase solide. Donc, que font-ils avec l'énergie acoustique? Ils la transforment en chaleur. Donc, cette chaleur, elle est dissipée par des effets visqueux. Quand l'onde se pénètre dans le matériau, le squelette, il y a des frottements de l'air entre le solide et l'air, on a des effets visqueux. Les effets thermiques, également, on met à vibrer l'air, ça se réchauffe localement, mais la phase solide a une énorme capacité thermique, donc on a des flux thermiques qui s'opèrent pour faire des échanges d'énergie. Puis également, on met en vibration la partie solide, donc on a de la dissipation d'énergie structurelle. Ça peut être de toutes formes, des mousses, des fibreux, des granulaires, ça peut être également des différents types de corps, donc ça peut être des mousses rigides, des mousses molles, ça peut être des mousses élastiques, puis également ça peut être inhomogènes ou asymétriques comme les tapis, les chaudis, etc., etc. Donc là, on a sur le haut, c'est des mousses de polyuréthane, après on a des plaques perforées, on a des tapis, tout en bas, c'est ce qu'on appelle des chaudis, c'est des matières recyclées. À droite, c'est une mousse d'aluminium, au-dessus, ce sont des fibreux ou des tissus. Donc ça, un peu vous donner le topo d'un matériau acoustique selon nous. Après, on a les autres matériaux qui sont des viscoélastiques, où c'est plus des solides. Donc, au niveau de la modélisation, pour qu'on résout ce système-là, qu'on veut modéliser un matériau poroélastique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit élément. Ce petit élément-là, il est représentatif du milieu, et on va le décomposer en deux sous-éléments, la partie solide et la partie fluide. La partie solide, c'est une équation élastodynamique. Et la partie fluide, en fait, c'est l'équation de propagation, l'équation d'Helmholtz des ondes. Puis ce qu'on voit, c'est que ces deux équations sont couplées par un terme Y, on va dire, où si j'ai une onde de pression, alors je vais avoir une déformation structurelle. Et inversement, si j'ai une déformation structurelle, je vais avoir une onde de pression. Donc, il faut résoudre ce système d'équations-là. Pour résoudre ce système d'équations-là, on a besoin de paramètres. Ces paramètres-là, on les appelle les paramètres de Biot. Puis, pour faire simple, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des paramètres liés au fluide, pour l'équation du fluide, et des paramètres liés au solide. Les paramètres du fluide, on appelle ce qu'on appelle communément le modèle de Johnson-Champoux-Allard, où on a seulement 5 paramètres. La porosité, la quantité d'air dans le matériau poreux, la résistance au passage de l'air, donc c'est la force qu'on doit mettre pour souffler à travers le matériau, la tortuosité, qui est un terme qui dit qu'il y a une relation entre le chemin parcouru de l'onde versus le chemin direct, donc c'est un paramètre qui est supérieur à 1. Puis après, il faut, comme je vous disais, les effets visqueux et thermiques, c'est des échanges. Donc il faut des dimensions caractéristiques de l'échange visqueux et de l'échange thermique. Donc ça, c'est la partie fluide. La partie solide, on fait une bonne approximation en disant que ce matériau isotrope. Et donc, ça va être la mécanique des milieux continus habituels, module Young, coefficient de Poisson, amortissement structurel et masse volumique. Si on va aller plus loin, on peut raffiner le modèle en ajoutant des termes dans la partie fluide pour des approximations basse fréquence ou autres. Si on veut prendre de l'orthotropie ou de l'anisotropie, on peut ajouter des équations. Puis à la fin, on se retrouve avec énormément de paramètres. Mais pour un point de vue ingénierie, ces 9 paramètres-là sont suffisants pour modéliser un matériau acoustique. Au niveau des applications, quand on fait des services de caractérisation, en fait, on peut caractériser une automobile. On peut aller demander de caractériser une partie d'une nacelle de moteur. Donc, pour l'automobile, c'est assez simple de voir physiquement ce que c'est qu'un matériau acoustique. C'est les sièges, c'est le hood, c'est le dash de la voiture, etc. Tous les matériaux qui sont un peu fibreux, un peu mousse dans la voiture, généralement, c'est des matériaux acoustiques. Pour l'aviation, les matériaux acoustiques doivent résister à un plus gros cahier des charges. Généralement, ce sont des plaques perforées avec un système pour le maintenir de structure au nécombe ou autre.
Et donc là, on va pouvoir mesurer l'entrée d'air de ce moteur-là. On peut aussi mesurer la sortie, etc., etc. Donc, c'est un peu les différents projets. On a aussi également des projets de réduction de bruit là-dessus. Au niveau des logiciels, je vous disais, il y en a deux principalement. Phomix, caractérisation et propriétés de matériaux acoustiques. Je mesure mon matériau, puis je vais essayer de trouver les paramètres pour que ça fonctionne avec le modèle. Je vous montrerai une slide juste après pour illustrer. Et Nova, c'est un simulateur de traitement acoustique multicouche et complexe. Donc on peut concevoir des panneaux. Ça peut être acier avec une couche viscoélastique, avec une laine, puis un raidisseur d'avion pour prendre en compte les chemins de transmission, etc. Et en dernier, on développe également des outils de simulation personnalisés. Je vous disais, Phomix, à comprendre, c'est que si j'ai mon matériau acoustique, pour le modéliser, j'ai besoin de connaître ces paramètres-là. Si je connais ces paramètres-là, avec mon modèle, je suis capable d'avoir mes indicateurs acoustiques, absorption, isolation, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la mesure directe. Nous, ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut partir de l'indicateur, donc si je mesure l'absorption de mon matériau, et que je connais mon modèle, avec des algorithmes mathématiques, est-ce que je suis capable de retrouver les paramètres de simulation pour que ça fonctionne? Donc, on offre les deux. La partie directe, c'est toute la partie équipement de mesure. La partie inverse, c'est Phomix. Et généralement, une bonne façon de faire, c'est de mélanger les deux, parce qu'il y a des paramètres qui sont très faciles à mesurer et des paramètres qui sont plus difficiles à obtenir, mais avec les méthodes inverses, c'est beaucoup plus robuste. Les équipements, mesure directe, si on prend un matériau, on offre un tube d'impédance pour mesurer l'absorption et la transmission, ou même d'autres paramètres comme la matrice de transfert. Pour la partie élastique, c'est la photo de droite, c'est ce qu'on appelle un QMA, Quasi-Static Mechanical Analyzer. C'est l'équivalent d'un DMA très basse fréquence, entre 20 et 60 Hz. On va exciter la mousse, puis en mélangeant différentes géométries d'échantillons et des éléments finis derrière, on est capable de retrouver les paramètres élastiques, module Young, coefficient de Poisson et amortissement structurel. Celui du bas, ce qu'on appelle un résistivimètre, il fait passer un très faible débit, c'est 0,5 mm par seconde, et on va mesurer des pertes de charge de l'ordre de 1 à 5 pascal. Donc c'est un équipement qui est très sensible et qui permet de mesurer la perte de charge en fonction de la vitesse du flux et de sortir de la résistivité. En bas à gauche, on a ce qu'on appelle un tortuosimètre pour mesurer, comme je dis, la tortuosité. Deux versions, une version en transmission, donc ça c'est un appareil en ultrasons, et ici la version de gauche où on voit avec un angle, c'est une méthode en réflexion. Et avec des approximations à fréquence, on est capable d'extraire la tortuosité. En haut à gauche, c'est un porosimètre. Il permet de mesurer la porosité ouverte des mousses et la masse volumique. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée de si je veux mesurer, caractériser mon matériau acoustique, mon matériau poreux, j'ai besoin de tous ces équipements-là pour faire une bonne caractérisation. On offre d'autres systèmes, donc des cabines de test. Donc c'est pour tester en champ quasi diffus ou diffus, dépendamment de la fréquence, pour avoir l'absorption sous le champ diffus et la perte par transmission. Il y en a une au laboratoire en bas, et sa grande sœur, ce sont les chambres couplées. Ses grandes sœurs, ce sont les chambres couplées au laboratoire. En haut à droite, c'est un résistivimètre, mais à très haut débit pour l'aviation. Donc là, on va aller à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi par seconde dans une section de 100 mm. Donc ça débite beaucoup et on mesure la résistivité exactement. Il y a une relation entre le niveau sonore et la vitesse du flux d'air dans les matériaux. Donc, si on veut tester à l'équivalent d'un niveau sonore très élevé, en fait, il faut aller à une vitesse très élevée. Et en bas, un autre équipement qui est
un système pour mesurer la perte de charge des tissus. Au niveau des projets de R&D chez Mecanum, ça commence généralement de cette façon-là. Le client vient, il me dit « j'ai un problème » ou « j'ai un projet d'amélioration de matériaux, d'amélioration de son produit ». On va passer par une phase dite de caractérisation. On va comprendre son matériau initialement, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, etc. Après, on va passer par une phase de simulation, optimisation. Donc, on va utiliser nos logiciels, on va utiliser des logiciels d'éléments finis, de modélisation. Puis là, on va essayer de modifier des paramètres pour savoir si on a bien compris notre caractérisation. Une fois qu'on a optimisé le produit, on va créer des échantillons et on va faire des tests à petite échelle pour valider les concepts et valider les simulations. Une fois qu'on a isolé le meilleur candidat, ben là, on va faire des tests à plus grande échelle. Donc là, et généralement, les tests à grande échelle se font ici à l'université de Sherbrooke. Là, je vais passer maintenant à des projets. Je vous ai donné un peu une idée de ce qui est Mecanum. Donc là, c'est un exemple de projet de réduction de bruit d'impact. Donc c'est un client qui est arrivé. Lui, il fabrique des planchers de finition. Donc c'est la partie supérieure de ces maquettes-là. Et son but, c'était d'avoir le plancher qui réduit le mieux le bruit d'impact. Donc les gens qui marchent dans les appartements. Donc, on avait le droit de travailler sur le plancher en lui-même, le plancher de finition, et aussi sur la sous-couche entre la dalle de béton et le plancher en lui-même. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé 3 maquettes de structures typiques pour lui, donc avec des solives, puis une dalle de béton d'1,5 pouce. Après ça, on a caractérisé ces planchers, ces maquettes. On a caractérisé individuellement les planchers de finition et les membranes. On a mis en place une certaine procédure de test pour pouvoir comparer et explorer les solutions. Et à la fin, on a fait une optimisation et une identification de solutions. Donc la partie optimisation et identification, elle reste confidentielle, elle est propre au client, mais sachez qu'on a travaillé sur le plancher et la membrane, et non pas sur la structure. On a des projets d'amélioration continue des équipements. Donc, on veut, notre mentorat pour nos clients, c'est d'avoir des équipements qui sont faciles d'utilisation, robustes, accessibles, et que si on ne s'en sert pas dans 6 mois, on est capable de s'en servir très rapidement. Donc, ça c'est une des premières versions, tout à gauche, c'est une des premières versions du QMA. Et les clients n'aimaient pas devoir monter, descendre, préparer, installer l'échantillon par eux-mêmes. Il y avait un manque de robustesse et de répétabilité. Donc, on est parti sur un projet d'amélioration de l'équipement, en disant on rend complètement autonome l'équipement. Donc, il y a une automatisation de la mesure et une amélioration de la robustesse. Il y a eu des conceptions sur SolidWorks, il y a eu des simulations, etc. Et on est arrivé à ce produit final-là qui est disponible depuis 4 ans à peu près. D'autres améliorations continues des équipements, parlons de notre piston de tube d'impédance. Un tube d'impédance, on installe le matériau et ce qu'on peut faire, c'est ajouter une cavité d'air derrière le matériau et par le biais du piston, on ajoute cette cavité. Cependant, on doit mesurer cette cavité-là et le client, généralement c'est un pied à coulisses, c'est pas évident pour lui de bien installer, de rendre ça répétable. Donc, le but, c'était d'instrumenter la mesure de la position du piston dans le tube d'impédance. Donc ça, c'était avec un stage. Donc, c'était Félix qui a travaillé avec nous il y a quelques sessions sur ce projet-là, puis la session d'hiver dernier, où il a passé une nouvelle étape. Donc, on est parti de ce constat-là. Il y a eu une première version avec un prototype pour voir les plus et les moins. Et au final, on est arrivé à une version plus stable, plus simple d'utilisation, avec l'ajout d'une règle graduée sur le piston et beaucoup plus robuste. Donc ça, c'est des projets qui sont faits avec des stages ici. On développe aussi d'autres projets. Donc des fois, les clients ont besoin de mesurer la température, la pression et l'humidité de l'air. On a développé des petites boîtes. Un client veut mesurer l'absorption des routes. Donc,
on a fait un tube d'impédance in situ, où on peut poser le tube sur la route et pouvoir mesurer. Un autre client demande, moi je veux mesurer mes matériaux à très fort niveau sonore, à 155 décibels. Puis il y a eu un tube fort niveau. Puis également, on avait des questions sur, je veux préparer mes échantillons pour pouvoir les monter dans nos appareils. Donc on fournit aussi des accessoires. On développe aussi d'autres produits, d'autres nouveaux produits. En ce moment, il y a beaucoup d'effervescence autour des métamatériaux dans le domaine de la recherche. Et ce qu'on nous demande, c'est d'avoir des tubes d'impédance câble. Pourquoi avoir ça? C'est le fait d'avoir des surfaces parallèles. Ça permet de rendre le matériau mesuré comme infini. Avec les histoires de miroirs et de source image, on est capable d'avoir comme si on mesurait un matériau ou une répétition du matériau en 2 dimensions. Donc, on a fait 2 versions. La première version à droite, qui est un tube complètement carré de A à Z, et une autre version à gauche qui est un adaptateur pour ceux qui ont déjà des tubes circulaires pour passer un tube circulaire à un tube carré. Puis, on aura d'autres développements autour de ça, mais donc, dans ces projets-là, il y a eu de la modélisation, il y a eu de la conception, il y a eu du prototypage, etc. etc. Un autre projet qu'on a eu, c'était de mettre en place une méthode inverse sur la mesure des propriétés élastiques d'une poutre libre excitée en son centre. Donc, pareil, on mesure ce qu'on appelle la mobilité d'entrée au centre d'une poutre. Donc, c'est son accélération et la force injectée. Et avec ce paramètre-là et les équations de dynamique des poutres, on est capable de reproduire la courbe et d'extraire le module Young et l'amortissement structurel de cette poutre. Donc, on a également fait toute une partie conception, simulation, mise en place de l'algorithme, programmation, documentation et mise sur le marché. Généralement, ça prend, on va dire, 12 à 16 semaines pour développer ce genre de produit chez Meganum. Le dernier gros projet, en ce moment, ça a commencé il y a quelques années avec le projet de maîtrise de Joëlle Fréchette, où elle avait comme objectif de déployer, de créer une caméra acoustique 3D complètement autonome pour pouvoir se balader avec et localiser des sources sonores. Donc là, vous pouvez voir à gauche des photos de son prototype avec l'ordinateur embarqué, l'écran tactile et l'antenne de microphone pour pouvoir mesurer des sources sonores en chambre anéchoïque. Donc l'objectif de Joëlle, c'était d'identifier le matériel, de créer un algorithme pour pouvoir faire ce travail-là sur un système embarqué. À la fin de sa maîtrise, on a repris le projet et on est passé en une phase d'intégration et de commercialisation. C'est-à-dire que là, on part sur un nouveau prototype avec une géométrie d'antenne définitive, un ordinateur, un système embarqué définitif, etc., etc. Et aussi de prendre son logiciel, de le rendre, de l'intégrer dans une interface graphique avec l'écran tactile, etc., etc. Donc ça, en ce moment, on est à cette étape-là, puis dans 4 à 5 mois, on aura le produit final sur le marché. Là, elle a été expédiée chez notre distributeur en Chine. J'en ai une présentement ici, mais bon, je montrerai ça à ceux qui sont dans la salle. Et c'est ça. Donc, je vais vous montrer quelques exemples qu'on a fait avec cette caméra-là. Donc, ici, en haut à droite, c'est la voiture d'un collègue. En mesurant bêtement son passage dans la rue, on a remarqué que le son venait de sous la voiture et après examination, son échappement est percé. Donc tout le bruit sort de sous la voiture et la caméra le voyait. On a regardé aussi sur une petite CNC d'où venait le bruit et le bruit est localisé au niveau de la fraise. Et on a également fait des mesures dans une usine
où il y a du transport de grains de café à travers l'usine. Et ce qu'on remarque, c'est que le bruit vient des tuyauteries. Donc ici, c'est l'entonnoir. Le grain de café arrive et tape sur les parois et on est capable de repérer là où est la source primaire du bruit sur un entonnoir. J'ai d'autres photos où on voit que c'est les coudes qui rayonnent. Enfin, c'est un bel outil de diagnostic. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions...